Nouvel épisode fait le podcast de l'entrepreneur. اليوم عندنا un invité spécial, Monsieur Slim Atmane. Bonjour. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, en fait, merci beaucoup de m'avoir invité, surtout pour parler de l'entrepreneuriat, des jeunes et de leurs préoccupations en termes d'entreprise. Mon parcours, je suis chef d'entreprise, je suis ingénieur de formation et maintenant j'ai pris du recul par rapport au quotidien de mes entreprises. Je suis administrateur de certaines entreprises en Algérie et surtout un sponsor en quelque sorte de l'entrepreneuriat en Algérie que j'accompagne à travers l'initiative Injaz El Jazair. Exact. Bon, pour les gens, les Maya Fox, vous êtes le PDG. J'étais. Vous étiez, mais vous l'étiez pendant longtemps. Le PDG de NCA Rouiba. Oui, des boissons et jus de fruits, Rouiba. Et voilà. Bon, j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais le plus important, c'est un parcours de chef d'entreprise qui est mis à votre disposition. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et donc, on va dire que les jeunes, les Fofena, ont la même ambition de créer une marque à Kek. D'accord. Donc, est-ce que déjà on peut commencer par votre parcours? Parce que j'ai vu certaines émissions où vous parlez en matière d'éducation. Vous n'étiez pas très assidu à le domaine qui vous intéresse, ou vous avez excellé dans ce domaine. Alors bon, franchement, j'ai pas envie de parler de mon parcours parce que chacun a son parcours et chacun construit son parcours en fonction des valeurs que lui ont données ses parents, en fonction des ambitions qu'il a dans la vie, en fonction de l'écosystème dans lequel il vit. Si j'étais né en Europe, j'aurais eu un parcours différent. Si j'étais né en Asie, j'aurais été différent. Si j'étais né en Amérique, ça aurait été différent. Donc, on ne peut pas calquer le parcours d'une personne ou s'inspirer forcément du parcours d'une personne. Mais en revanche, on peut s'inspirer des valeurs et on peut aussi tirer des leçons ou quelques enseignements que pourrait partager, pas comme un conseil, mais comme une expérience vécue qui pourrait être utile pour un jeune chef d'entreprise. Donc voilà, donc je vous ai dit un peu déjà ce qui était, c'est véritablement des valeurs de travail, des valeurs de respect, des valeurs d'éthique qui ont toujours guidé mon parcours et que j'ai toujours essayé de porter au sein des entreprises dans lesquelles je suis. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi et je n'ai pas envie de dire ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois en ces valeurs, je les porte dans mon entreprise et je suis heureux parce que je suis en phase et en harmonie avec ces valeurs-là qui sont très importantes pour moi. Anna, je vous pose la question parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais, on va dire, excellent le primaire, excellent CM. Après, lycée, peut-être la décadence. Et mes parents étaient très inquiets. C'est moi qui ai dit, il avait de mauvais résultats. Les premières années à la fac, kiff. Et ma mère était inquiète. Au final, je ne vais pas dire que j'ai réussi, mais j'arrive à certains résultats. Les Rana, on relève top 10%, t'as les Algériens. Mais ça veut dire quoi déjà réussir? Réussir. C'est quoi réussir? Bon, c'est relatif, mais on va dire créer une entreprise. Réussir, on parle de le business. Hein. C'est créer une entreprise qui fonctionne, qui recrute. Non, mais réussir, d'abord on réussit pour soi, avant de réussir pour l'entreprise. Réussir pour soi, on va se tutoyer évidemment, je vais te parler juste deux mots de mon parcours. Moi aussi j'étais comme toi, moi j'étais cancre à l'école, je travaillais pas, mais peut-être que je comprenais, mais je savais pas ce que ça voulait dire comprendre déjà. Et je n'ai commencé à travailler que le jour où j'ai eu mon bac. Et je l'ai eu très difficilement, parce que je travaillais pas. La quatrième fois. Moi je faisais que du sport, il n'y a que le sport qui m'intéressait et d'autres sujets qui ne nous regardent pas. Et donc, après, dès que j'ai intégré l'université, j'ai beaucoup travaillé et j'aimais travailler. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir parce que, une chose fondamentale, je faisais des choses qui m'intéressaient.
on ne m'a pas imposé un parcours. J'ai choisi de faire des mathématiques. J'ai choisi de faire de l'informatique. De l'informatique réseau. J'ai pas été faire de l'informatique de gestion que je n'aime pas. D'accord? Donc, ce sont des choses qui m'ont plu. Et dans mes études. Mais à la fin, j'aimais l'informatique comme outil. Je n'aimais pas l'informatique. Je n'aimais pas travailler dans l'informatique. Ça ne m'intéressait pas tellement. Et donc, j'ai plongé dans l'univers agroalimentaire pour lequel j'avais une sensibilité depuis ma jeunesse, puisque j'étais dans une famille qui était dans l'agroalimentaire depuis déjà 3 générations. D'accord? Donc, réussir, ça veut dire quoi? Pour moi, réussir, vraiment, ça veut dire faire des choses qui nous passionnent, tirer satisfaction de ce que nous faisons et avoir une vie équilibrée entre son travail, ses passions, et dès qu'on commence à fonder un foyer, et sa famille. D'accord? Et ses amis. Donc, il faut prendre du temps pour soi, du temps pour ses amis, du temps pour sa famille. Et c'est cet équilibre-là qui va déterminer ce qu'on appelle la réussite en général. Alors, beaucoup disent, oui, mais il faut réussir d'abord financièrement. Bien sûr qu'il faut réussir financièrement. Mais réussir financièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gagner 1000, ça veut dire gagner 1 million, ça veut dire gagner 100 millions, ça veut dire gagner 1 milliard. Je ne sais pas. Relatif, je ne suis pas capable de vous dire. Moi, je pense que j'ai vu des gens qui étaient fonctionnaires ou qui étaient salariés d'entreprise, qui étaient très heureux, qui avaient une vie très bien, très équilibrée. Ils avaient ce qu'on appelle la bonne balance, c'est-à-dire tout était en ordre. Et ils étaient très heureux, ils avaient une très belle vie. Il y en a qui les enviaient et qui avaient de grosses entreprises et qui les enviaient. Bon, donc, je ne sais pas, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. On ne dit pas que l'argent ne fait pas le bonheur. On dit qu'il y contribue, évidemment, mais ce n'est pas comme ça qu'on construit son bonheur dans la vie. Je ne vais pas du tout utiliser de citations à droite, à gauche, un tel il a dit, telle grande personne, etc. Ça ne sert à rien. Je vais essayer juste de partager avec vous le parcours et avec vous, en fait, avec ceux qui nous écoutent, le parcours et quels enseignements on peut tirer. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, le message que je fais passer aux gens et aux parents en général, c'est laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, vraiment. Et voilà, un échec scolaire, c'est pas forcément un échec professionnel. Voilà. Non seulement l'échec scolaire, mais je vais dire quelque chose de grave pour certains parents, le parcours scolaire n'est pas forcément le bon. J'ai vu énormément d'amis à moi qui ont eu des parcours scolaires calamiteux, parcours universitaires médiocres, et qui, selon les standards modernes, ont brillamment réussi. Ils ont la belle voiture, ils ont la belle maison, ils ont l'entreprise qui gagne des milliards, et ils ont tout. Est-ce qu'ils sont heureux? Je ne me pose pas de questions, c'est pas mon problème à moi, chacun est juge de son propre bonheur. Mais ils ont réussi mieux que ceux qui ont fait des grandes études et qui ont réussi brillamment dans leurs études. Donc il faut pas s'attacher au parcours scolaire. Je pense qu'il y a une chose fondamentale. Si vous avez été élevé avec des valeurs, si en plus de ça, on vous a donné, disons, le goût de la créativité, et si on vous a aussi donné de la liberté pour exprimer votre créativité, là, moi je pense que vous êtes sur une excellente voie. Si vous avez un parcours scolaire catastrophique, si vous évoluez dans un environnement psychorigide, une société bourrée de contraintes, bourrée de tabous et de rigidités, etc. Une société dans laquelle vous ne pouvez pas exprimer votre liberté telle que vous le souhaitez, que ce soit d'un point de vue artistique ou même d'un point de vue entrepreneurial. Vous le voyez bien quand dans beaucoup de pays, il y a des enfants de 13 ans, 14 ans, 12 ans qui fondent déjà leur société, qui travaillent, qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont trouvé matière, qui ont même écrit des applications, qui vendent, etc. Ici, on n'y est pas encore. On n'est pas encore, donc on ne va pas brûler les étapes. La société est en train d'essayer d'évoluer. Mais elle évolue par à-coups. Il y a des choses, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une demande de plus en plus forte
de libérer les énergies de la jeunesse, c'est-à-dire les laisser devenir créatifs, leur donner la possibilité d'être créatifs et arrêter cet encadrement perpétuel de la jeunesse dans je t'encadre, je vais te mettre là, tu vas rester dans ce cadre-là, tu sors pas de cadre-là. Non. Et je pense que même les jeunes, le cadre, on va dire les 3 dernières années, moi je me suis lancé Cyberpark Sidi Abdallah, Ouais. il y a de cela en 2015. Et il y avait un petit peu de monde, même pour les événements, les événements, on va dire 200 personnes. Actuellement, quand on a les événements, par exemple, e-commerce, pour prendre ça comme exemple, tu as 3 000, 5 000, 10 000 personnes qui sont dans l'événement. Donc, ces 3 dernières années, on a fait un x10 en matière d'entrepreneuriat. Après, moi, je suis dans le marketing digital, dans l'e-commerce, etc. J'aime ce domaine et c'est un domaine qui me passionne parce que je suis à la base technique informaticien. Donc, et mes parents sont informaticiens, donc j'ai grandi fait le truc. Mais après, je me dis, qu'il y a le domaine du business en ligne, mais qu'il y a les business physiques. Et donc, qui m'a la production, que ce soit dans l'agroalimentaire ou là, ce genre de choses. Donc, on va dire, expert dans ce domaine. Et donc, j'aimerais savoir, un jeune Algérien qui veut se lancer dans la production, où sont les étapes à suivre pour se lancer dans ce domaine. D'accord. D'abord, il y a quand même une chose qu'il va falloir à un moment donné mettre sur la table en Algérie pour les jeunes et les startups. Aucune nation dans le monde ne s'est développée avec des startups. Parce que les startups, c'est vrai, il y a 3 000, 4 000, 5 000, mais le taux de survie des startups, le maximum, c'est... Le taux de mortalité 90. est très très élevé et le taux de survie les 3 premières années, il gravite entre 5 et 7%, et après le taux de mortalité, il est encore plus élevé après la troisième année. Donc, sur les startups, moi je suis un tout petit peu réservé, c'est-à-dire je suis très content de ce que j'observe, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un mécanisme? Je ne parle pas uniquement de l'État, je parle même des entrepreneurs privés qui ne sont pas dans le secteur des startups. Est-ce qu'ils s'impliquent pour justement donner la chance à encore plus de startups pour passer le cap de la troisième année? Je ne le vois pas. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on est en train... C'est comme les footballeurs, quand ils terminent sa carrière de professionnel, qu'est-ce qu'il devient? Donc, il y a des ligues qui ont été créées, il y a des mécanismes qui ont été créés pour leur permettre d'avoir une deuxième vie. Sur les startups, il faut absolument qu'il y ait ça. Maintenant, tu me poses la question sur... Si on n'est pas dans le domaine des startups, si on veut aller, on a une idée de produit, et on veut le fabriquer, on veut monter une usine, etc. Avant de monter une usine, si vous avez l'idée du produit, si tout est prêt au niveau du produit, il faut avant tout penser à la sous-traitance. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, il y a eu un phénomène qui est ce qu'on appelle le phénomène du copiage. C'est-à-dire que quelqu'un a eu l'idée, il a monté une usine, son usine tourne bien, le voisin, il dit, si lui, il l'a fait, moi, je le fais. Et le voisin du voisin, si lui, il l'a fait, moi, je le fais. Et vous allez trouver, ça a commencé par les minoteries, où vous avez des centaines de minoteries en Algérie. Le secteur, l'industrie des boissons dans l'agroalimentaire, vous avez des milliers d'entreprises qui fabriquent des boissons, pas des centaines, des milliers. Mais toutes ces entreprises-là, dans les biscuiteries, c'est la même chose, il y en a des centaines. Maintenant, dans la crème chocolatée, vous allez voir, tout le monde va faire de la crème chocolatée. La mayonnaise, tout le monde fait de la mayonnaise, d'accord? Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde a investi. Donc, tout le monde a acheté la même machine. Ce qui fait que, si vous prenez un secteur donné, je vais être un peu technique, si vous additionnez les capacités installées dans un secteur donné, vous allez découvrir que ce secteur-là produit X fois la capacité d'absorption du marché. Admettons, je prends un exemple, ce n'est pas un chiffre juste, je prends un exemple. Un secteur donné, l'Algérie a besoin, admettons, de 10 000 tonnes d'un produit X donné.
qui est fabriqué par toutes ces usines. Si tu additionnes les capacités de production de toutes ces usines-là, tu vas trouver que les usines ont 100 000 tonnes de capacité. Ça veut dire que les usines produisent 10 fois les besoins du marché algérien. Donc ces usines-là, d'abord, elles perdent en compétitivité parce que leurs équipements ne sont pas utilisés de façon économique rationnelle. Et deuxièmement, et ça c'est aussi extrêmement important, ces usines-là ne peuvent pas aller à l'international à cause du fait qu'elles n'arrivent pas à produire de façon compétitive. D'accord ? Troisièmement, ces usines-là sont en compétition avec des usines qui font la même chose qu'elles dans le pays. Et comme il y a beaucoup de mesures protectionnistes en Algérie, ces usines-là ne sont pas confrontées à la compétition internationale, mais en revanche, elles copient la compétition internationale. Donc, toutes les, entre guillemets, tares que nous observons aujourd'hui ne contribuent pas à aller vers un investissement complémentaire. Et bien au contraire, on a fait perdre beaucoup de devises à l'Algérie en surinvestissant dans beaucoup de secteurs et en augmentant de façon irrationnelle les capacités de production dans quasiment tous les secteurs. Alors, je finis, très important. Pour le jeune, au lieu de penser tout de suite à produire, il devrait d'abord penser à sous-traiter. C'est-à-dire, la première question, la question il doit préparer, il a son produit, il a préparé les formules, etc. Et il doit préparer un mécanisme juridique de protection pour aller voir une entreprise et dire, moi j'ai enregistré ce produit, j'ai enregistré des formulations, j'ai enregistré toutes les formulations, les déclinaisons possibles de ce type de produit en Algérie. Donc, vous ne pouvez pas le copier. Vous allez le produire pour moi. Quels sont les coûts de production que vous me proposez ou quel est le coût de la prestation que vous allez me proposer? Parfait. Ça, c'est une option. Là, c'est une parfaite option. D'ailleurs, mon projet, l'idée, c'était d'aller vers la sous-traitance. Après, la question qui se pose, comment choisir les sous-traitants? Supposons, les téléspectateurs ils fahmou, supposons que j'ouvre une boîte de boissons, نروح عند un CRO مش كيتش محنا يقولوا لي OK je vais te produire. Pourquoi? هكا l'idée تاع الناس جايه هكا. Voilà. Donc déjà la première erreur que tu commets, c'est-à-dire quand tu te poses une question, quand tu te poses une question, tu réponds tout seul et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu te poses une question, tu dois d'abord aller sur le terrain, confirmer la réponse, et après tu peux le dire. Mais si tu ne pousses pas la porte, elle ne va pas s'ouvrir. D'accord ? Donc déjà, là, il y a une erreur dans la démarche. Tu as pris le secteur des boissons. Dans le secteur des boissons, nous, à l'OIBA, depuis près d'une quinzaine d'années, on dit, même plus, ça va faire presque 20 ans maintenant, on dit aux gens, n'investissez pas. Nous avons des capacités de production excédentaires. Parfait. Et venez produire chez nous. Ils disent non. OK. Ils ont tous investi. Il y a actuellement, juste pour vous donner une idée, il y a à peu près installé 10 fois la taille du marché algérien des boissons. En capacité, non, en capacité maintenant. Parce que les gens achètent des machines, mais on ne sait pas pourquoi ils achètent autant de machines alors que la machine n'absorbe pas tous ces produits-là. D'accord ? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si vous voulez véritablement avoir une bonne perception de ce que peut faire votre produit sur le marché en termes de vente, etc., votre première expérience doit commencer par de la sous-traitance. Et d'ailleurs, on voulait, nous, l'OIBA, chaque fois qu'on voulait innover sur des gammes de produits, comme en Algérie, il n'y a pas beaucoup de diversité d'équipements, et on s'est dit, on va aller demander une autorisation pour ponctuellement sous-traiter des séries qui correspondent à nos innovations. Okay. D'accord ?
Et une fois qu'on a validé le concept sur le marché, à ce moment-là, soit on investit, soit on le sous-traite localement si quelqu'un a la machine, mais aussi la sous-traitance pour valider les concepts, très souvent, elle ne peut pas se faire sur le même marché. Très souvent, les opérateurs dans le monde, quand ils veulent tester un concept, ils vont très loin de leur marché. Ils vont le tester dans un marché en sous-traitance. Ils regardent un peu comment s'est comporté le consommateur vis-à-vis du produit. Si c'est bon, ils reviennent dans leur marché et ils le produisent dans leur marché. Un marché similaire. Plus ou moins. L'Algérie, Maroc, Tunisie. Non, Même. Par exemple, si vous voulez prendre un marché similaire pour un produit algérien, vous pouvez aller en Turquie, vous pouvez aller un peu en Égypte, vous pouvez aller au Moyen-Orient, en Syrie, même les sous-traitants, vous pouvez aller en Irak. Pense que c'est plus, voilà, plus facile. Ouais. Et donc, si on avait la possibilité, cette flexibilité de tester les produits, c'est ce qui se fait dans le monde entier. Mais nous, on n'a pas cette flexibilité parce que la réglementation algérienne qui régit la vie économique est extrêmement rigide et paranoïaque. Donc, il faut absolument que cette réglementation commence à vous comprendre, vous les jeunes. Il faut qu'elle vous écoute. Pour le moment, elle ne vous écoute pas. Donc, les jeunes, on fait avec les moyens du bord. On essaie de faire ce qu'il faut et ne pas... Je fais ce qu'il y a lieu de faire. Ça marche pas. Et voilà. Non, mais si je vois que le marché est trop restreint, je vois un autre marché. Non, c'est pas le marché qui est restreint, c'est la réglementation. Les réglementations. Mais c'est un peu l'erreur que vous commettez. C'est-à-dire que les jeunes, vous ne participez pas suffisamment dans la vie de la société algérienne. Vous êtes jeune, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, je vais revenir en arrière. Non, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain politique parce que je sais qu'ils risquent de vous embêter. C'est pas ça. Vous prenez un équipement, vous le démontez, d'accord, parce qu'il vous intéresse cet équipement. C'est la même chose pour les réglementations, etc. Vous les démontez, vous les déroulez, c'est-à-dire vous essayez de les mettre en pratique. Vous comprenez leur fonctionnement et en fait, dès que vous commencez à regarder un équipement que vous avez démonté ou une réglementation que vous avez réussi à démonter, vous comprenez par exemple l'esprit de cette réglementation, mais surtout, le plus important, c'est que vous allez pouvoir identifier les zones d'amélioration dans la réglementation ou dans le produit. Et c'est ça ce qu'on appelle l'innovation. Donc vous avez, techniquement en tant qu'entrepreneur, vous avez de l'innovation sur vos produits, mais vous avez aussi de l'innovation réglementaire que vous pouvez apporter aux décideurs qui réglementent vos activités. Mais or, actuellement, vous ne produisez pas d'innovation réglementaire. Vous dites pas, c'est pas de dire, ah, vous vous trompez, non, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Nous pensons que cette réglementation compromet notre productivité, compromet nos performances, compromet notre développement à l'exportation, et voilà ce que nous vous suggérons. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le domaine de tout ce qui est digital, moi je trouve que les réglementations, les 2-3 dernières années, elles ont changé radicalement. En 2015, il n'y avait pas de statut start-up, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur. Il y a eu beaucoup de développement. Exactement. Ma la ASF. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, à la base, le côté start-up, personnellement, je ne cherche pas quelque chose de plus. Je pense que, à part côté investissement, ça serait bien que l'État investisse plus sur les startups. Et d'ailleurs, j'ai vu ça un podcast ou une émission à l'investissement. L'État devrait investir 10 milliards de dollars et ça va encourager les entrepreneurs, etc., à investir de leur argent. Mais à part ça, je pense que Insan Habib une startup ou un business en ligne, un e-commerce, mais à l'État. Et ils peuvent faire tout ce qu'il veut. Très bien. C'est très bien. Mais encore une fois, on arrive tout de suite. Votre horizon, il est sur les 3 ans. Dès que vous êtes rentré dans la phase de croissance, il faut qu'il y ait une réponse. Exactement, oui. Il faut qu'il y ait une réponse.
La réponse, elle peut venir du secteur privé, elle peut venir de l'appui des pouvoirs publics, elle peut venir de l'appui international. Il y a beaucoup d'organismes qui sont prêts à soutenir justement le développement du numérique dans nos pays, et surtout les jeunes, les centres de formation, la formation, le financement des startups, tout ça. Tous ces outils-là existent et il faut qu'il y ait, comme on dit, une éducation à l'utilisation de ces outils qui est fondamentale. C'est ce qu'on essaie Parce de que faire. vous pouvez dire aujourd'hui je m'en fous, mais comme tout à l'heure on discutait avec le jeune homme, il vous dit bon là je suis arrivé, j'ai besoin de financement pour croître et pour me développer à l'international. Et comment est la réponse locale? La réponse locale cherche des fonds à l'international. Elle ne correspond pas du tout à ce que je cherche. Et maintenant, il va falloir aller regarder ailleurs. C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que pour la plupart des business en ligne, on peut s'autofinancer. Qui nous a une certaine échelle, là, c'est problématique. Ça s'arrête. Et on doit soit avoir un financement de l'étranger ou là. Je vous dis, c'est à vous de démontrer que vous avez un besoin qui n'est pas rempli aujourd'hui. Je parle pas, c'est pas l'État, c'est l'écosystème n'arrive pas à répondre aux besoins de financement de la phase 2. Phase 2, c'est-à-dire au terme de 3 ans. On ne parle même pas au terme, entre la première, deuxième et troisième année, vous avez ce qu'il faut. Mais arrivé à la troisième année, vous n'arrivez pas. Parce que peut-être les entrepreneurs ne sont pas suffisamment éduqués pour comprendre qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de fonds d'investissement, parce qu'il n'y a pas de capital risque, parce qu'il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, monsieur, qui dit mon business, mon parcours entrepreneurial, j'ai une idée de start-up. Donc, c'était une start-up qui m'a sur logi.com. J'ai pris le concept, j'ai essayé de le dupliquer ici. J'étais jeune et naïf. Quand nous faisons les émissions, tu as les levées de fonds, seed, série A, série B, 40 millions, 100 millions de dollars, etc. Et moi, je croyais que c'était la même chose. Donc, une fois que j'ai commencé mon projet, je me suis ça ressemble pas aux vidéos que nous faisons en France ou là aux États-Unis. Donc, il y avait 2 choix. Soit je change l'État ou là, monsieur l'État, je change l'écosystème. Je change l'écosystème. Ou là, je trouve un business mais exactement, qui peut être autofinancé. Qui est proche de vos ambitions, mais... C'est ça. Qui vous permet de... vu que j'avais lancé ma start-up, j'ai développé plein de compétences. Ou avec les compétences, je suis d'autres start-upers, chez d'autres marques, etc. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que tu fais comme produit? Dis-vous, moi, chaque fois. De la publicité digitale. Donc, on fait tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les sites web, etc. Et voilà, on accompagne les entreprises et les marques ou les start-up dans ce domaine. Voilà. D'accord. C'est pas des développement d'applications spécifiques digitales, c'est du marketing digital. Exactement. Voilà. Donc l'idée là, c'est d'accompagner les entreprises pour avoir plus de visibilité et plus de chiffre d'affaires. Donc c'était ça. Donc si je vous dis, moi aussi je vais te poser des questions. Si je te dis quelle est la taille du marché du marketing digital en Algérie en valeur? En valeur théorique, c'est dans les 300 millions de dollars. Théoriquement. Mais marketing digital. Exact. C'est beaucoup plus que le marketing tout court. Ou bien, parce que le marketing tout court en Algérie, on me dit c'est à peu près 450 millions de dollars, c'est ça? Donc le marketing tout court, avec tout ce qui est télé, le panneau, l'affichage, la télé, la radio, les bus, les machins. C'est ça. Mais après, le marketing digital, c'est que il y a plein de business. En 1 million, voire 2 millions de business qui ne peuvent pas faire de la pub, ni la télé, ni la radio, ni la ils ont que la partie publicité digitale. Donc, chacun, 1 million de personnes, chacun, 10 €, on a une taille de marché de 10 milliards. 10 millions. Et des 100 à la 100 000, etc. Voilà, donc 300 millions, je pense que c'est minimum à la taille du marché. Tu as une idée des parts de marché que tu as? Bon,
نقولوا في لي بيزنس en termes d'agence تما مانيش نحكي لك على Toi, لي tu travailles particuliers avec des agences beaucoup. avec des agences et direct. des non même en direct Les deux. agence et client donc D'accord. aucun نحكي en termes de marque je pense qu'on est on va dire واحد 40-50% du marché si on voit هادوك les petits business guides qui tournent les قلنا عليهم تاع 10 euros etc هادوك on les prend pas guides comme clients D'accord. donc ما راهوش المارشي تاعنا D'accord, d'accord. voilà Ok. Revenons à ton c'est ça. idée. Donc l'idée c'était, j'ai lancé un petit business. Au début, ça m'a coûté 1 dinar symbolique de l'incubateur. D'accord. Voilà. J'ai développé mes compétences, j'offre mes services pour des... Déjà, au début, j'avais déjà signé plein de grosses marques et voilà. Après, دوكا راني في stade واحد آخر تاع mon développement entrepreneurial, c'est que la taille du marché, t'as le business, t'as la publicité. On est à 50%, à 60%, on ne sait pas exactement. Mais, fait de l'échelle, même si on prend toute la taille du marché, en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mes ambitions sont plus grandes que ça. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je veux me lancer dans des business physiques de production, parce que la taille du marché, elle est beaucoup plus grande. Ouais. Et d'année, les chiffres, les chiffres en Wikipédia, un CRUI en 2023, elle a fait un chiffre d'affaires à 600 milliards de centimes. Ouais. C'est ça Je pense un peu plus. Ouais. Voilà. Ouais, faut voir. Le business de marketing digital, il y 600 milliards. Voilà. Donc, à la base, toutes ces questions par rapport à la production, on a la partie sous-traitance. Il vaut mieux sous-traiter. Et donc, j'allais vous poser la question de comment choisir les entreprises. Mais vu que tout le monde a la capacité de production bziada, donc tu choisis. Tu peux avoir le meilleur deal. Ouais. Moi, je trouve que par rapport au tissu industriel que nous avons, les capacités d'innovation peuvent sembler limitées. Parce que si on a beaucoup d'industries en Algérie, elles ne sont pas très diversifiées. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Beaucoup de biscuiterie, chocolaterie, beaucoup de production de jus et boissons aux fruits, beaucoup de minoterie, couscous, pâtes, etc., etc. Il faut essayer de trouver des créneaux qui sont innovants. Ce qui nous manque, on le voit, mais ce qui vous manque à vous, la jeunesse aujourd'hui, pas vous en tant que personne, mais pour que vous puissiez être très fort en matière d'innovation, vous avez le côté digital qui vous permet d'être très fort. Les outils plus ou moins existent dans l'innovation, mais c'est tout le réseau de distribution et comment il fonctionne. Donc la grande distribution, les questions sur ça. La grande distribution, tout ce qui est supérette, supermarché, qui n'est pas la grande distribution. Donc la grande distribution, c'est comme Carrefour, Uno, je sais pas, ils existent encore, je pense, oui. Et etc. Donc c'est là, c'est votre terrain de chasse. C'est là où vous pouvez avoir ce qu'on appelle des gammes courtes de produits innovants. Dans le secteur des boissons, c'est quoi les produits innovants en gamme courte sur lesquels les grands industriels un peu s'éloignent un peu, c'est pas tellement leur domaine. C'est ce qu'on appelle les boissons fonctionnelles, par exemple. Mais les boissons fonctionnelles, pour vous, pour que ce soit un produit innovant, d'abord la formulation doit être innovante, la formulation doit répondre aux attentes des consommateurs, c'est pas... Parce qu'il y a deux approches. Soit vous allez répondre aux attentes des consommateurs, soit vous allez imposer un produit. Mais pour imposer un produit, il faut que vous soyez déjà légitime. Donc comme vous n'avez pas de légitime, vous n'êtes pas légitime encore, vous allez essayer d'arriver et de répondre aux attentes. C'est quoi les attentes? Vous les avez vues depuis des années. Vous avez des attentes de type produits énergétiques, produits amincissants. Vous allez commencer à avoir des produits minceurs, des produits pour le microbiote, etc.
vous avez des revues qui, dans le secteur des boissons, qui font l'inventaire complet de tout ce type de produits-là. Donc vous pouvez aussi vous inscrire dans ça. Vous ne pouvez pas, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, parce qu'on ne l'a pas en Algérie, et nous on s'est appuyé aussi là-dessus pendant des années, et c'est pour ça que les gens nous ont beaucoup copié facilement, c'est que nous on s'est appuyé sur des laboratoires de recherche et développement qui existent de par le monde. Donc, on va voir ces laboratoires et on travaille sur un cahier des charges de produits et ils nous le proposent. Localement, nous avons une équipe de recherche et développement qui est excellente d'ailleurs et qui elle-même arrive à adapter le produit aux besoins. Les ravis يسمع فينا وانا تانيك pour structurer les idées et les étapes. Moi je me dis j'ai envie de lancer un business de boisson ou là de cosmétiques ou là où je jette. En tout cas un business de production, un business physique. Voilà. عندي les étapes كما قلنا on trouve un sous-traitant. Mais je pense que c'est pas la première étape. C'est pas la première étape ça. C'est ça. Non, mais c'est moi je te répondais à toi. Non, c'est pas la première étape. La première étape c'est l'étude de marché. Non, mais c'est quoi le produit que tu veux? On définit le produit. خلاص نقولوا أنا حابين نخدموا هاد. Tu as besoin de produire ce stylo et tu veux savoir quelle est la taille du marché aussi. Ça. Donc. Et tu veux connaître la concurrence. On doit faire une étude de marché. Oui, une étude de marché, bien sûr. Comment on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait حنا وحدنا وكاين des chiffres تاع l'ONS ou là je sais pas je connais des chiffres ou là on doit recruter une agence qui a les choses plus sérieusement. Faut tout faire. Si vous avez la possibilité de tout faire et si vous avez les moyens de tout faire, les études de marché en général coûtent cher. Si vous avez les moyens de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas, vous le faites vous-même. Une idée sur le coût d'études de marché? Aucune idée, parce que ça dépend de ce que... Les études de marché, c'est comme un menu au restaurant. Quand vous rentrez au restaurant, vous allez dire combien ça coûte de manger. Il va vous dire qu'est-ce que vous voulez manger. Donc c'est la même chose. C'est ça. Non, une étude de marché, ça dépend de ce que vous demandez, ça dépend du niveau de finesse, ça dépend du niveau de précision, ça dépend du panel Histoire que vous voulez de taille de marché, etc. Non, vous pouvez pas. Je peux pas vous donner un chiffre. Non, je veux dire, est-ce que les tailles de marché, est-ce qu'on peut déjà les avoir là une agence? Non, parce qu'il y en a personnellement. Non, les tailles de marché, il faut aller voir la concurrence. Il faut avoir les chiffres de la concurrence. Les chiffres de la concurrence, vous pouvez obtenir de diverses façons les chiffres de la concurrence. Premièrement, si vous avez accès au registre de commerce sur les chiffres d'affaires de toutes les entreprises qui fabriquent le même produit que vous voulez faire. Donc ça existe. Vous pouvez aller sur le site des douanes s'ils veulent bien commencer à revenir à quelque chose de normal en permettant aux citoyens algériens d'accéder justement aux chiffres douaniers qui leur permettent d'analyser et d'étudier. Vous savez, les chiffres sont devenus de plus importants, très très importants. C'est comme le pétrole, on ne cesse de le dire depuis des années. Il faut que l'Algérie accepte de mettre à disposition ces chiffres, ne serait-ce que pour nous entrepreneurs algériens, on en a besoin. Donc on a dit le registre de commerce, on a dit les douanes. Vous pouvez aussi interroger l'Organisation internationale des douanes, mais là, il y a des chemins qui vous permettent d'accéder à eux, qui vous disent toutes les quantités importées par l'Algérie du produit que vous voulez commercialiser. Parce que l'Algérie, malgré tout, est un pays ouvert. Même si on dit il ne laisse rien importer, il y a des importations qui se font. Déjà, la matière première. Quatrièmement, il vous faut aller sur le marché parallèle. Vous allez faire les grands marchés parallèles qui existent dans le pays. Vous faites une tournée, vous regardez à quel prix est vendu le produit, d'où il vient, c'est la qualité. Par exemple. Pardon? Un des gros sites ou là c'est le marché parallèle. Vous allez à Hamiz, vous allez à Guet Constantine, vous allez à Stif, vous allez à l'Alma, vous allez tous ces endroits-là. D'accord. Moi, je fais tout le temps ça. Je fais un produit qui m'intéresse. Déjà, le link, c'est quoi la rotation? Oui, il faut voir si c'est pas des produits qu'on peut copier. Il faut voir si votre produit, d'un point de vue qualité sanitaire, est-ce que c'est pas un produit sur lequel il y a des risques pour le consommateur, toutes ces questions-là. Ça, donc, on a fait l'étude de marché, on l'a fait, les méthodes, ou là, il y a des agences qui s'occupent de ça, dépendamment du budget de chacun. خلاص درنا l'étude de marché, donc
on va dire, dans la partie ta formulation, t'as le produit. La formulation, ouais. Mais la formulation, il vous faut faire appel, si c'est une boisson, donc vous allez faire appel à des gens qui savent faire des boissons. Alors, soit vous allez aller, encore une fois, regarder des laboratoires de recherche et développement internationaux. Localement, il y avait une toute petite expertise, mais qui ne s'est pas développée et qui a, en quelque sorte, presque disparu. Je n'en entends plus parler. Hein? Mais il y a maintenant une ou deux entreprises qui s'installent, étrangères. Il y a une entreprise turque, je crois, il y a une entreprise française et une entreprise allemande qui sont installées ici localement. Ok. Mais ils travaillent sur tout type de boisson. Okay. Donc vous pouvez aller dire, voilà mon cahier des charges, mais vous devez dire, voilà le cahier des charges. Je cherche une boisson de couleur mauve, dans lequel il n'y a pas de gaz, qui soit, c'est un mauve, mais qui soit plutôt transparente, couleur fluo, qui soit sucré, très sucré, pas sucré, qui soit amer, pas amer. D'un point de vue fonctionnel, qui permette véritablement, qui ramène des sels minéraux dans l'organisme. Enfin, vous devez construire. Les besoins C'est pas votre formulation là. Là, c'est votre cahier des charges du produit. Et il faut décrire dans quel emballage vous allez la conditionner, parce que la formulation, elle dépend de l'emballage. Ok. Et elle dépend. Ensuite, eux, ils vont vous dire, pour ce type de formulation, vous êtes obligé d'avoir tel procédé technologique pour remplir, soit dans l'emballage A, soit dans l'emballage B, soit dans l'emballage C. Ils vont vous dire pour chaque emballage quels sont les ajustements technologiques en matière de remplissage. Donc ça, c'est dans votre cas. Mais quels que soient les autres produits, c'est exactement la même chose. Donc il va falloir connaître c'est quoi le coût de faire des maquettes. Okay. Et ensuite, quel type de maquette? Le maquette du produit. Ah, okay. Parce que quand vous allez voir des concepteurs de produits, n'importe lesquels, hein, une voiture, une boisson, un biscuit, un chocolat, n'importe quoi, on va vous faire le prototype. Ensuite, vous devez dire quelle cible. Parce que vous dites la concurrence est là, ma cible c'est celui-là. Mais si vous n'avez personne de concurrent, vous pouvez dire je veux devenir la référence et donc je vais me situer au niveau gustatif, je veux gagner, je vais avoir 100%, je sais pas moi, en saveur, en couleur, etc. C'est long, c'est peut-être un peu long au début comme processus, mais vous êtes obligé de passer par là. D'accord ? Voilà, donc vous soumettez votre cahier des charges et eux, ils viennent avec des prototypes. Ils arrivent en général 6 à 7 prototypes de tout ce que vous avez demandé. Ok, parfait. Et vous allez avoir un panel où vous allez avoir sélectionné 2-3 personnes. Vous dites c'est eux, ou bien tu es tout seul, tu goûtes le produit et tu dis moi je veux que ce soit celui-là, stop et fin, et l'affaire est entendue. Ensuite, eux, ils vont te donner un prix. C'est ça, on peut recruter des gens, un panel, le produit, et ils goûtent, et un avis objectif. Oui, mais goûter, ce qu'on appelle les panels pour goûter, il y a une méthodologie. Donc on ne peut pas dire, ouais, c'est pas comme ça. Ça ne marchera pas. Il faut aller un peu plus loin, il faut vraiment bien mesurer là-bas et sélectionner des produits. Parce que si tu prends, non, c'est pas la peine de cette bouteille, tu prends une bouteille comme ça, tu la donnes à quelqu'un, tu dis, bon, c'est bon, il va falloir qu'il compare. Ah. Donc, il faut qu'on compare à l'aveugle, d'accord? Donc, on va petit à petit affiner la maquette en utilisant le panel pour pouvoir arriver à quelque chose qui lui plaît par rapport à des tests à l'aveugle. Et pourquoi je fais des détails, parce que dans le business en ligne, généralement, les gens, ils font ça tout seuls avec leur PC. Et donc, ils disent une publicité. Ils battent sur Instagram, Karim, la publicité, pourtant, Chaba ou Menamna. On dit quel est l'élément que tu penses que Chaba. Je ne sais pas que elle est efficace. Donc, c'est la même chose dans les business physiques, où
c'est pas إذا أنت عجبك هذاك الجو que راح يعجب Non, il y 45 a des millions de... méthodologies. il y a des C'est ça, méthodologies. c'est ma une méthodologie. Soit tu fais des vidéos, là vous vous formez sur ça, soit vous recrutez des gens qui s'occupent de cette partie-là. Voilà, خلاص, on a fini à la formulation. Bon, mais c'est vrai qu'il y a la méthodologie, il y a des étapes à suivre, etc. Mais il y a aussi très souvent, il y a l'instinct et la chance qu'il ne faut pas négliger. Ah bah oui. Il ne faut pas négliger. Ah, il y a des gens qui ont de la chance et qui réussissent à rapidement régler les problèmes, et il y en a d'autres qui l'ont du moins qui à mettre, pas régler les problèmes, qui réussissent à penser leurs produits tout de suite très très bien. Ça marche, c'est incroyable. Moi, je l'ai vu en Algérie avec une marque que je ne citerai pas, qui ont fait un produit, c'est-à-dire que... Du premier coup. C'est-à-dire technologiquement parlant, quand j'ai regardé le produit, il était infect. Il n'était pas bon. Vraiment pas bon. Pas bon, mauvais pour la santé, mal emballé, etc. Il a eu un succès exceptionnel dans le pays. Exceptionnel. On offre les je connais de la marque. Hein? Je suis curieux. On offre les je connais de la marque. Je suis curieux de savoir. Ils ont eu beaucoup de succès, et ce qu'il y a de très bien, parce que ce sont des gens très intelligents, évidemment. Là, on retrouve le bon sens du paysan. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à Harvard pour comprendre que, évidemment, leur produit n'est pas extraordinaire. Il fallait à un moment donné évoluer et le transformer. Mais pendant la phase où le produit avait du succès, ils ont accumulé énormément de capital. Et ils ont consacré une grande partie du capital à se diversifier. Non, à se diversifier. Okay. Ils ont fait d'autres choses qu'ils pouvaient faire différemment et bien. Et ils ont consacré une part du capital à améliorer leurs produits, à améliorer leur ligne de production, etc. Et maintenant, on peut dire qu'ils ont un produit qui commence à tenir la route, acceptable, correct, mais ils ont fait un effort extrêmement intelligent. C'est-à-dire que moi, si je devais recommander à une école de commerce, c'est de regarder leur business model, etc. Bon, n'oublions pas qu'en Algérie, bon, les pratiques varient d'une entreprise à une autre, et certaines pratiques permettent d'accumuler beaucoup plus rapidement du capital que d'autres pratiques, mais c'est pas, le plus important, c'est comment le chef d'entreprise, comment tu vas percevoir les opportunités. Ça peut être des opportunités qui sont à la limite de la légalité, mais l'opportunité est là. Tu vas la saisir pour améliorer ta compétitivité, tu vas la saisir pour améliorer ton produit, tu vas faire ça. On peut te le reprocher comme personne ne te le reprochera. Voilà, donc tu as l'étape maquette. Voilà, technique. Le cours comment lancer une marque. Maintenant, tu as choisi la maquette, tu as le produit, il est là. Attends, la formulation. Attaque la formulation. On a un prix à peu près, ou là, une fourchette de combien ça coûte une formulation. Non, ça dépend. Ça dépend de quel secteur, etc. Je sais, mais est-ce que ça commence qu'il y a un prix, mais chez Tahto, c'est même chez 100 € la formulation. Non, il n'y a pas de prix. Non, il n'y a pas de prix, parce que c'est lié à ce que tu veux. Combien? Parce que les grands laboratoires de recherche sont liés à des grands fournisseurs de matières premières. Donc eux, ils vont te dire, je te fais tes formulations, mais combien tu veux acheter de produits? Tu vas acheter 10 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes, c'est quoi tes prévisions? Ok. Tu dis 1000 tonnes, ça va être un prix, tu dis 10 tonnes, ça va être un prix. La formulation, ouais, bien sûr. Ah ouais, je savais pas. Ou quand la formulation, on l'a fait à l'étranger? Hein? Si on l'a fait à l'étranger. Oui. Ou la matière première, par exemple. Dans le secteur des boissons, beaucoup de matières premières viennent de l'étranger. Okay. Pas parce que... parce que j'ai vu... Non, pas parce qu'on a... Il y a certaines matières premières qui sont très technologiques que nous ne pouvons pas avoir ici. Il y a d'autres matières qu'on peut avoir ici, mais qui sont en trop petite quantité. Et même si on fait un effort agricole très important, on ne pourra pas atteindre les besoins de l'industrie. Donc, il y a toujours un mixte entre de l'importation et de la production locale. De toute façon, ça n'existe pas les industries dans le monde qui sont 100% intégrées dans le pays. Il faut toujours avoir des éléments qui viennent d'ailleurs. Et de toutes les façons, même pour le pays, c'est très très bien. Parce que le pays développe des relations et des échanges avec d'autres pays. C'est à partir de là qu'on développe, nous aussi, nos exportations. Si moi je dis, j'importe rien de nulle part,
Personne ne voudra. Mais je veux vendre à tout le monde. ouais. Tout le monde va te dire, bon, il faut pas rigoler. Oui. C'est ça. نشري من عندك وما نبيعلكش. لازم l'échange sera. L'échange, ça va, ça vient. C'est ça. Alors, خلاص, bon, une fois qu'on a la formulation. Toi, tu veux absolument avoir des chiffres. J'adore les chiffres. Là, tu veux avoir des chiffres. Mais moi, je peux pas te donner des chiffres. Je peux pas te donner. Tu me dis combien ça coûte de faire une formulation, combien ça coûte de faire une étude de marché. Ça marche pas comme ça. Oui, je sais. Non, mais pour tu marques l'étape. Tu peux pas. Donner une idée aux consommateurs, aux téléspectateurs. Je vais te donner une idée. Tu veux avoir une usine de jus de fruits. Peu importe. Tu vas prendre des machines standards qui existent, qui font soit des bouteilles en plastique, donc pasteurisées, aseptiques du moins, comme celle-là. Celle-là, c'est aseptique. Soit tu vas faire dans du carton, soit tu vas faire des bouteilles en verre. Globalement, une usine complète de très petite quantité, un volume acceptable, tout compris, ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire la production de vapeur, la station de traitement d'eau pour nettoyer, les stations de réfrigération, le stockage, absolument tout. Je ne parle pas du fond de roulement. Non, on parle de l'usine. L'investissement, tu t'en sauras pas moins de l'équivalent de entre 10, 12, 15 millions d'euros pour une petite usine. Voilà, on a une idée. Mais ce n'est pas une idée, ça ne sert à rien. Non, comme ça, l'insan. Mais parce que ça dépend des technologies que tu vas utiliser. Maintenant il y a chaque 6 mois, il y a de nouvelles technologies qui sortent qui te permettent de comprimer complètement ton usine. Il y a ce qu'ils appellent différentes technologies pour le remplissage en PET. Le remplissage aseptique de produits et qui te permet d'avoir une durée de vie, parce que c'est ça le plus important. C'est quelle va être la durée de vie du produit. Avant, en Algérie, beaucoup de gens produisaient des boissons et mettaient des conservateurs dedans. Donc, il pouvait rester un an et demi, le produit, mais ce n'était pas bon pour la santé. Bon. Dans notre entreprise, on a lutté contre le fait de ne jamais utiliser de conservateurs. Pendant 6 mois, on avait lancé une ligne de production qui nous permettait de mettre un niveau extrêmement minime de conservateurs, mais pour nous c'était un échec, c'était très très difficile à maîtriser. Donc on a bazardé, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Moi, quand je vous dis ça, je ne sais pas si vous avez le terrain, si vous n'avez pas le terrain, si vous construisez l'usine, parce que tout ça, je ne vous ai pas calculé. Non, on peut pas, je ne peux pas savoir. Si vous la construisez à Béjaïa, vous la construisez à Alger, ou vous la construisez à Tamarra, c'est pas le même prix. Bien sûr. Les charpentes, pas de charpente, la taille, la surface, le sol, goudronné, pas goudronné, il y a beaucoup de paramètres. C'est ça. Mais on va dire un minimum 10 millions d'euros. Minimum. Voilà, je vais vous dire une chose. Si vous avez... je vais vous faire un schéma différent. Si vous avez en poche 10 millions d'euros, dites-vous bien une chose, c'est qu'au moins la banque pourra vous prêter, on va dire que 10 millions, on va faire un chiffre beaucoup plus simple. Si vous avez 6 millions d'euros, la banque pourra vous prêter 4 millions d'euros, selon aujourd'hui les règles prudentielles de la banque. Parce que vous amenez 6 millions, vous lui dites « je veux emprunter 4 ». Elle vous dit pourquoi faire, vous dites pour l'investissement, etc. Mais il faudra ajouter l'argent du fonds de roulement. Donc c'est ce qui vous permet d'acheter de la matière première, etc. Mais tout ça, ça devient ce qu'on appelle la gestion de trésorerie. Parce que les achats de matières premières, ça dépend de combien les fournisseurs acceptent de vous donner des délais de paiement. Et de l'autre côté, ça dépend aussi de combien vous allez donner en délai de paiement pour les clients. Grossistes, si vous voulez leur donner du crédit et être très agressif du niveau marketing. Donc vous allez consommer du fonds de roulement. Donc voilà. Parfait. La question, elle est très importante pour moi. Parce que, par exemple, Anna, c'est pas dans le domaine des boissons, mais pour on a utilisé ça. Pour que le téléspectateur il fasse, d'un côté, tu لازم لك 10 millions d'euros pour créer ton usine, etc. Tu fais كيما كانوا يديروا بكري قلت لك بدات la concurrence قاعد داروا usine. Ou là, tu trouves des
sous-traitants les le produit et tu as éliminé déjà les 10 millions d'euros dès le départ. Oui. عندك بعد تغير besoin تاع fonds de roulement Ouais. à gérer. Exactement. À ce moment-là, ça devient. Mais vous allez être confronté à un problème que j'ai personnellement soulevé au pouvoir public il y a quelques mois. J'ai pas eu de réaction, malheureusement. Mais bon, mais il faudra qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire, je dis au pouvoir public, vous gênez les initiatives de la jeunesse en pénalisant la sous-traitance. Pourquoi ? Un industriel paye 19% d'IBS. Ok. D'accord. Je parle pas de la TVA qui est différente, mais là aussi il y aura un l'IBS, problème. l'impôt Déjà, sur le bénéfice, juste l'IBS, on va s'arrêter à l'IBS. Paye 19% d'IBS. D'accord. Dans l'activité de service, vous payez 23% d'IBS. Donc, elle 26%, je pense. 27 26. On m'avait dit 23, mais peu importe. 26%. On a 2% à la tape. Je ne sais pas ce que les produits. Non, elle est partie. Elle n'existe plus. la bon, tape. je sais pas, ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous faites de la sous-traitance, votre IBS, Et plus élevé. non, déjà, le sous-traitant, lui, sur une partie de sa production, va payer un IBS qui va être différent peut-être, parce qu'il assure une prestation de service. Ah. D'accord. Et vous, quand vous allez vendre votre produit, vous allez être en logique de revente dans l'État. Donc vous êtes un prestataire de service. Donc ça dépend de comment l'administration fiscale interprète la sous-traitance. Ouais. Ce qui serait intéressant, ce serait que les jeunes qui veulent absolument pousser, développer la sous-traitance, aillent voir l'administration fiscale et leur disent, écoutez, aidez-nous à clarifier ce point-là. Il est important pour nous jeunes. On n'a pas envie de dépenser d'abord des millions inutilement pour augmenter encore les capacités dans des domaines qui sont en surcapacité. Nous, on a des idées innovantes que les industriels n'ont pas. On ne dit pas qu'ils ne sont pas bons, on dit que nous, on a des idées innovantes qu'on ne va pas voir germer parce que peut-être c'est des batchs courts, c'est des batchs saisonniers, etc. Apportez-nous une solution à ce problème. En plus, ça va permettre à l'Algérie de faire de sérieuses économies de devises. Parce que moi, elle a dit, si je monte demain une usine, je vais importer des équipements dont je n'ai pas besoin réellement. Mais vous m'obligez à les acheter parce que vous ne voulez pas régler le problème de la sous-traitance. Voilà, donc la solution existe de la sous-traitance, mais elle fait face à ce qu'on appelle un écueil, c'est-à-dire un elle n'est pas très optimisée, on va dire, non, côté fiscal. Côté fiscal, elle n'est pas optimisée du tout et elle pose un problème. Parce que vous allez être en concurrence avec des gens les Homa, ils sont... qui n'ont pas la même fiscalité que vous, donc c'est pas équitable. Exactement, donc concurrence, je suis à ça. C'est comme si vous étiez importateur, quasiment. Voilà. C'est ça. Donc, on va dire, on a trouvé les sous-traitants, on a créé le produit, etc. Donc, on le met sur le marché, logiquement. Oui, vous avez plusieurs solutions aussi. Il existe de plus en plus maintenant de sociétés qui assurent la distribution pour vous. Donc, vous pouvez avoir... Soit, il y a tellement de canaux maintenant. Vous avez d'abord le canal, un canal digital tel que Jumia et autres. Il y en a de plus en plus maintenant. Vous avez le canal des grossistes et vous avez le canal qui est le plus cher. C'est le canal de la distribution directe, c'est-à-dire vous avez vos propres flottes de camions et vous faites tout seul votre distribution, ce qui n'est pas recommandé. Ce qui n'est pas recommandé pour un débutant. Mais qui non, mais même après, c'est toujours cher. C'est à peu près 17% du chiffre d'affaires que vous allez consommer pour faire ça. Quand même. Avec une fiscalité différente, avec une obligation. Encore un problème qui est absolument absurde ici. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est un peu différent de votre cœur de métier dans votre entreprise, on vous demande de créer un nouveau registre de commerce avec un nouveau commissaire aux comptes, avec une nouvelle comptabilité. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Le réseau les grossistes, ça coûte combien à peu près le réseau des grossistes il est indispensable de toutes les façons. Parce que si on le fait nous-mêmes, ça nous coûte à peu près 17% de notre chiffre d'affaires. C'est 17% à la fois le transport et la logistique. Si on ne fait pas on fait
à manière t'as le grossiste ou le grossiste de brasso. Ouais, bon, non, Ça nous coûte. les 17%, c'est de la distribution directe, c'est-à-dire vous allez directement au point de vente, Oui, c'est pas ça. au grossiste. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, le grossiste, vous pouvez aller, mais lui, le grossiste, l'avantage qu'il a, d'abord, les grossistes sont partout sur le territoire national. Deuxièmement, les grossistes, ils ont leur réseau de détaillants, d'accord? Leur réseau de détaillants, ils peuvent leur donner, eux, du crédit. Ils peuvent reporter un peu le crédit que tu pourrais, toi, éventuellement donner au grossiste, ou tu peux ne pas lui donner de crédit. Le grossiste, lui, va stocker du produit que tu n'as peut-être pas envie, toi, de stocker, parce que ça va te faire... Ça va te coûter de l'argent. Tu vas occuper des surfaces inutilement. Bon, il y a plusieurs... le grossiste permet de placer le produit très rapidement sur le territoire national aussi. Hein, c'est ça. Le grossiste, quand on est nouveau, كي نكونوا جدد كي نبداو جدد حنايا زعما ما مارك كي اكزيست اليوم كي نروح للغروسيست اسكو ياخذها ولا ما ياخذهاش و كومون on va dire le grossiste en général s'il connaît pas une marque, si tu es pas légitime, il va te mettre dans une logique de dépôt-vente. OK. C'est-à-dire il va te dire dépose la marchandise. ونشوفوا كان مشات ما مشاتش عاود دي السلعه نتاعك. صح وشحال combien de période نعاودو نجوزو عنده باش نريكوبيريو دراهم ولا نشوفوا je sais pas, ça dépend. Un conseil ça dépend. Non, ça dépend de la rotation que pourrait avoir le produit, s'il est accepté par le consommateur. Non, ça c'est des questions qui sont véritablement peut pas répondre. Non, je veux dire il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de il y a pas de loi physique sur ça. Non, la seule loi physique c'est Non, je me dis انا نحن نعطيلو البرودوي تاعي supposons البرودوي اللي نبيع فيه في الجي حطيت البرودوي تاعي à certain moment j'ai envie de tu reviens toutes les semaines par exemple là chaque 15 jours. Mais ça dépend quelle quantité, ça dépend où, ça dépend de tellement de choses. Oui. Pas comme ça. Au début, d'abord, on commence pas par emmener le produit à la distribution. D'abord, on commence à placer le produit, c'est-à-dire on dit on va mettre le produit sur le marché. En général, si tu n'as pas de moyens comme toi, etc., tu vas aller sur le marché le plus porteur. Donc forcément, c'est le marché de la ville d'Alger, si tu choisis un produit de type boisson. Donc tu arrives sur le marché de la ville d'Alger, tu vas choisir quels sont les points de vente les plus actifs. C'est en général les supermarchés, les supérettes. Tu vas les voir, tu leur dis je veux placer le produit. Alors il y en a qui vont te dire d'accord, il y en a qui vont te dire pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais tu vas placer le produit, c'est-à-dire tu vas leur dire je vous donne 10 barquettes, tu fais pas toutes les supérettes d'Alger. Il y en a beaucoup, tu vas prendre peut-être 20, 30, 40% des supérettes d'Alger, tu vas placer le produit. Et une fois que tu as placé le produit, il faut que tu fasses ta campagne. Donc tu vas faire ta campagne. Et la campagne va amener le consommateur, c'est les règles élémentaires du marketing. Hein. Bon, il y a d'autres techniques. Tu peux faire une campagne digitale extrêmement ciblée, extrêmement dynamique. Si tu as les moyens, tu vas faire une campagne d'affichage. Il y a plein de choses que tu peux faire. Une fois que le produit est placé, une fois que la campagne est faite, tu vas avoir des éléments de mesure, des rotations de produits, de la demande, etc. Et à partir de là, tu vas réorienter ou réajuster les volumes de production que tu auras sous-traités ou produits pour répondre à la demande. Ça, donc pour bien Parce que le pire pour toi, c'est que si tu commences à produire, si tu commences à placer le produit et que tu commences à communiquer et que le consommateur va dans les points de vente et il ne trouve plus le produit, c'est que tu es mort. Donc tu arrêtes. Parce que la question l'écoute ailleurs, est-ce que je commence par l'approche est-ce que je commence par نروح les supérettes et je dépose le produit et je fais la com ou là نروح عند الgrossiste نعطيلو dépôt vente et je commence la com et قعدت حاير في هاد Non, il faut faire les deux. On peut déjà tu peux faire les deux, tu peux faire les deux. En vrai, mais il faut placer le produit sur le marché parce que le grossiste peut placer le produit comme il peut ne pas le placer sur le marché. Parce que قاعد هو يقول لك bon quand le détaillant vient s'approvisionner, voilà, le détaillant il vient s'approvisionner, يقول له ها جديد هذا شوف ندي ما نديش. C'est ça. Donc parfait. Une fois qu'on a mis sur le marché, côté communication et marketing, là on a beaucoup de boulot par rapport à ça.
comment ça se y est, ça roule. différencier Si ça a roulé, ça roule. et les campagnes. Donc, Ouais. عندنا le côté déjà, normalement, qu'on a déjà avant de le produit, comment se différencier de la concurrence. Je vois beaucoup de marques, ou là, des jeunes qui lancent des marques. خدموا le produit, mais peut-être comme يخمموا فاش هي la différence بين هو والconcurrent تاعو. Alors que normalement, on fait des choses dès le départ, on trouve son positionnement. Une fois qu'on lance les campagnes de marketing, يكون كلش clair et on peut briefer les agences ou là, on peut travailler sur les créations. C'est trop de détails. Je peux pas donner de réponse, je peux pas donner de recommandations. Je peux même pas dire, c'est le mot conseil. Il n'y a rien à faire, c'est fini. Tu as mis le produit, Allah yasahal, tarbah. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller comme un grand. Maintenant, c'est à toi de gérer tes chiffres, tu gères tes vendeurs, tu gères tes rotations, tu gères tes stocks, tu gères tes sous. Et en fonction de ça, tu verras. Mais là, il n'y a plus. Là, tu peux plus aller dans le détail. Ici, le concurrent, ici, le produit. Je peux pas te répondre. L'esprit t'as le podcast, je vois beaucoup d'émissions télé où ça parle business, économie en général. Ouais. Voilà. Les émissions, قلت لك تاعك ولا غير ما تكزيستي حتى émission ما شفتهاش. Ah. شفتهم قاعدين. Et donc ça parle beaucoup économie, macroéconomie, etc., etc. Anna, je suis créateur de contenu, une centaine de milliers de personnes qui me suivent pour des conseils à la digital, etc. Des conseils concrets. Je veux lancer une marque, comment je fais ça ou ça, etc., etc. La communauté a été des actions, des conseils. Mais donc, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on soit dans un modèle d'échange sur un hypothétique produit. Non. انا ما حبيتش نهضر على البرودوي تاعي غدو نلقاهم كاع يديروا لي في الكوبي. Dans ce cas-là, il vaut mieux être dans une logique d'abord d'un podcast court de 5 minutes dans lequel il y a 3 interventions de personnes qui disent voilà mon problème aujourd'hui dans mon entreprise. Moi je peux lui répondre. Voilà mon problème, je peux lui répondre. Voilà, c'est tout. C'est حل لي مشكلي. Ça serait l'émission. حل لي مشكلي. نديروها. حل لي مشكلي. Si vous avez du temps et de l'énergie. حل لي مشكلي et puis voilà le gars il pose la question هاو صار لي هاو voilà هاو المشكل نتاعي. Par exemple لهنا تاع d'accord pas d'accord très courte qui m'a Vas-y. Par exemple. Allez, on fait d'accord, pas d'accord. Mais Anna, l'idée, c'est dès le départ pour que Insan qui a une idée, c'est le brouillard total. Mais c'est normal. C'est ça. C'est normal. La première chose, franchement, il faut que la personne soit convaincue de ce qu'elle a envie de faire. Si elle est dans une logique, ce qu'ils appellent, pour utiliser les anglicismes, puisque c'est comme ça, me too, c'est-à-dire je veux faire la même chose, qui m'a d'air parce que la maladie nationale, on n'a pas trouvé encore les comprimés, mais le jour où il y aura les comprimés, ça va. Mais je rigole en disant ça, mais c'est normal. Parce que tout le cycle, tout votre cursus, pas toi, tous les jeunes, scolaire, universitaire, n'est pas un cursus basé sur la créativité. Exactement. C'est un cursus basé sur l'exécution. Donc, vous êtes là le copiage, mais les connaissances, copiage. Donc, tout est copié fait le business. Voilà. Donc, à partir du moment, où ta créativité n'est pas stimulée, il faut que tu puisses te dire, je veux faire ce produit, comment je vais le faire, etc. Deuxièmement, je l'ai répété dans des dizaines d'émissions ou des dizaines de fois même dans mon entreprise. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Bah oui. Si vous voulez réussir dès la première fois, arrêtez. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ne le faites pas. Si vous n'avez pas peur, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ouais, vous ne faites pas quelque chose de grand. Mais si vous dites, je sais pas, je suis dans le brouillard, je suis comme ça, c'est pas ça avoir peur. Avoir peur, c'est croire en ce qu'on va faire, et on le fait, et on s'arrange, et on fait tout pour arriver au bout de notre pensée, au bout de notre créativité. Le podcast, c'est pas pour parler d'économie, j'imagine dans ma tête le concept.
vous êtes en train de me coacher et coacher des centaines de milliers de personnes qui regardent. On veut avoir l'avis de l'entrepreneur avec un autre entrepreneur. Ouais. كيفاش ندير اسكو هذه مليحه ماشي مليحه من قبل كنت عطيت لك ان تروك قلت لي نو هنا راك غلط. Vous voulez faire un chamsou de l'économie. كيفاش Un chamsou de l'économie. De l'entreprise. C'est ça donc تعرف chamsou. شمسو de l'école. Exactement. Chamsou de l'entreprise. Oui, il a compris. قاعد نقول شمسو exactement. حلال pas حلال. Donc je vais vous poser quelques questions. Autre les, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et pourquoi si... Non, pourquoi non, il faut aller vite. C'est ça. Est-ce que je peux lancer un business avec mon meilleur ami? D'accord, Oui, pas d'accord? oui, mais c'est pas forcément utile. Je le recommande pas. Mais ça dépend du niveau de l'amitié, mais sachant que vous risquez de perdre cette Votre amitié. ami, exactement. Voilà. C'est ça. Vous risquez de perdre votre business et votre amitié. Ouais, Donc, ou vaut bien mieux ou bien vous business pouvez ou garder votre business et vous perdez votre ami. C'est ça. Est-ce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques élevés? Des risques élevés. Des risques élevés. Des risques élevés. Mais Pour bien réussir, sûr, est-ce qu'on doit prendre des risques C'est ce que je vous disais. Il faut savoir prendre des risques, mais il faut aussi les évaluer. Est-ce que l'entrepreneuriat est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans? 10 ans. La question est très difficile, mais Quelqu'un qui se lance d'Oka, est-ce que c'est plus difficile à aller? Ou là, il y a 10 ans, c'était plus difficile? non, c'est différent tout simplement. Je ne peux pas dire c'est difficile ou moins difficile ou plus difficile, c'est totalement différent. D'abord, il y a 20 ans, il y avait moins de concurrence, il y avait plus d'opportunités. Maintenant, en plus, il ne faut pas oublier que l'arrivée des nouvelles technologies change complètement l'idée que l'on a de l'entreprise et comment le business model qu'on va mettre en œuvre, comment les nouvelles technologies vont s'intégrer dans ma proposition de valeur, ça c'est très important. Exactement. Donc, Donc, on ne peut pas dire avant maintenant. Mais maintenant, j'aurais répondu Chaque période a sa complexité. de la même manière parce qu'avant, il y avait moins de concurrence, mais moins de technologie. Donc, il y a plus de technologie. Et donc, plus ça sera facile technologiquement, plus il y aura de la concurrence, plus ça sera difficile. Oui. C'est ça. Donc, avec l'IA, etc., on peut faire des trucs impossibles, on aurait rêvé de les faire. Là, actuellement, on travaille sur un truc, il existe déjà, c'est pour répondre à tous les messages et tous les commentaires avec de l'IA sur les réseaux sociaux. Ouais. Les community managers, d'ici 1 an, plus de métier. Et donc, c'était plus facile il y a 10 ans d'être community manager. Donc, c'est plus difficile parce que tu peux plus l'être. Moi, j'ai eu affaire justement à un bot qui répondait et, il y a 4-5 jours. Hein? Il répondait tellement mal, et pourtant c'est une multinationale énorme. Je lui ai dit, excusez-moi, je sais que vous êtes un bot, vous répondez tellement mal que j'ai plus envie de vous parler, au revoir. J'ai raccroché, j'ai coupé quoi, plus répondu. Le lendemain matin, je reçois un mail, c'est le même bot, mais ils ont changé de prénom. Voilà, j'ai vu, je suis là à votre service. Je lui pose la question, il me répond 100% juste, instantanément. Alors que l'autre, j'ai dû faire 14 explications, il n'arrivait pas à comprendre. Donc en fait, l'algorithme, il a dû voir la maltraitance qu'il y a eu entre nous et il a changé. C'est ça, je fais des tests par rapport à ça. Moi, j'étais surpris par la justesse de les réponses. Impossible, tu devines que c'est un bot et je vous montre après les réponses. Est-ce que le networking est important dans le business? Très important. Voilà. J'étais sûr que vous alliez répondre, d'accord? Mais comment le développer? Il faut être un individu sociable. Donc sociable, ça veut dire être dans des communautés, discuter, sortir, avoir une vie dans la société.
C'est tout simplement. Surtout quand vous êtes jeune, vous avez plein d'endroits où vous vous retrouvez, les jeunes, etc. Les associations donc, patronales, là, c'est... Le sport, les associations, oui, les associations, pourquoi pas, patronales, professionnelles. Si vous voulez faire des... On prend l'exemple des boissons, encore une fois. Si vous voulez faire des boissons, eh ben, vous dites, je suis un futur producteur de boissons, je veux intégrer l'association des producteurs algériens de boissons. Ouais. et vous pouvez potentiellement intégrer, vous allez apprendre, vous allez avoir des contacts, vous allez apprendre, vous allez avoir accès quasiment à tout le portefeuille potentiel de sous-traitants. Mais les gens, ils pensent que c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas essayé, mais... capable de battre le mail et dire ok, marhaba bek, venez si vous. Moi j'ai créé l'association des producteurs de boissons. Tout le monde me disait c'est difficile, mais ça a été très facile. Donc il faut pas avoir peur. Je vous disais tout à l'heure de pousser les portes. Ouais, beaucoup de jeunes sont timides. On leur a pas appris à avoir déjà en tête, savoir se présenter et présenter ce qu'ils veulent. Est-ce que échouer une fois signifie qu'on est plus susceptible de réussir la prochaine fois? Non, je ne veux même pas parler d'échec. L'échec est indispensable. D'être faire à l'échec. Non, c'est indispensable. Oui. Vous devez échouer dans votre vie. Si vous n'échouez pas, je sais pas, vous avez signé un pacte avec le bon Dieu, je sais pas ce que vous Parce avez que fait. Tout le monde a peur de l'échec, alors que l'échec, c'est la meilleure chose. C'est grâce à lui qu'on apprend. Donc on apprend, on avance et on ajuste. C'est ça. Donc... Bon, la question, est-ce que le succès d'une start-up dépend principalement de la chance? De la chance. Après, c'est mal écrit, mais est-ce que le facteur chance, il a rôle ou là? Il est très important. Voilà. D'ailleurs, moi aussi, je pense que le facteur chance est très important. Alors que certains entrepreneurs, ils se donnent le mérite, le homagaïtik, et ils se disent pas, j'étais chanceux parce que tu as fait le bon timing, ou là j'ai rencontré la bonne personne, ou là... Mais il y a toujours des concours de circonstances qui font que vous avez la chance de développer, la chance de vous en sortir, la chance d'abattre un concurrent, la chance c'est la chance. Vous savez pas. Et puis par moment, vous faites plusieurs choses qui permettent d'aboutir à un succès. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir... Comment j'ai réussi à faire tout ça aussi facilement? Alors qu'en fait, c'est... Monsieur, la question, j'ai eu beaucoup de discussions par rapport aux gens, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut lancer son business tout en étant salarié? Bien sûr. On peut. Et à quel moment on peut... Mais il faut aussi, quand on est salarié, il faut le dire à l'entreprise dans laquelle on est. Vous lancez un business. Deuxièmement, il faut que, par éthique et par honnêteté, il ne faut pas que votre temps au sein de l'entreprise où vous êtes salarié soit compromis par votre autre activité. Donc, ça peut être que des activités qui sont parallèles, c'est-à-dire que vous pouvez vous exercer après vos heures de travail. Ça peut être des activités que vous exercez qu'en week-end. Personnellement, j'ai essayé. Ouais. Quand salarié. J'ai pas pu, même si j'avais beaucoup de temps libre, en vrai, parce que je travaillais pratiquement à mi-temps, j'ai négocié mal l'entreprise. Mais ça dépend ce que vous faites. Mais tellement on est occupé toute la semaine, pour moi c'est la fête, donc j'arrivais pas à travailler sur mon projet. Donc la question technique, est-ce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus? Beaucoup de personnes parlent de multiplier les sources de revenus. Est-ce qu'il vaut mieux multiplier les sources ou là se concentrer sur un seul business? C'est pas une question qui est relative à l'entrepreneuriat, c'est les choix de vie. Mais la nouvelle génération, maintenant, vous avez tendance à multiplier les sources de revenus. C'est pas comme avant. Avant, les gens favorisaient la stabilité, etc. Mais maintenant, vous allez chercher à avoir plusieurs sources de revenus. D'abord parce que vous vivez aussi dans un siècle d'insécurité totale. Vous êtes très insécure, donc vous vous dites si cette source-là se tarit, au moins j'ai les deux autres pour continuer à survivre ou vivre. Voilà. Mais l'idéal, évidemment, c'est de très bien faire ce qu'on sait faire le mieux. Et si c'est celui de notre entreprise, il faut se focaliser pour qu'elle soit pérenne. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on crée des entreprises pour la vie? Ou bien est-ce qu'on crée des entreprises
toutes les entreprises sont éphémères, elles durent 5-6 ans. D'ailleurs, c'est ça, c'est déjà l'état d'esprit de l'entrepreneur. Est-ce qu'il veut créer quelque chose, il joue des générations, ou là, est-ce qu'il veut une source de revenus tout de suite? Et je pense que Hadas, déjà, c'est un choix. Un peu difficile. C'est ça. Ça dépend. Personnellement, quand il y a des business qui ne m'intéressent pas, donc tu fais du e-commerce. Tu prends un produit, tu lui émets une pub et tu le vends. Ou c'est facile comme business, c'est intéressant parce que une rotation refait pas. Mais c'est pas un business. Il n'y a pas de business facile. Je sais, mais je veux dire. Ça n'existe pas. Toutes les activités ont leur complexité, qu'elles soient petites ou non. C'est des complexités qui nerveusement nous fatiguent. Gérer des stocks, c'est emmerdant, c'est vrai. D'accord. Mais il y a des gens qui peuvent trouver du plaisir, optimiser la gestion des stocks, etc. Mais c'est difficile, la gérer des stocks. C'est pas facile. Oui, je suis d'accord. On peut pas dire. Moi, je peux dire, par exemple. C'est un métier que j'aurais jamais aimé faire. Ça me stimule pas, moi. C'est ça. Voilà, ça. mais ça veut pas dire que ce métier-là n'est pas difficile. Non, il y a une difficulté par rapport à mes compétences à moi, parce que principalement, tu dois sourcer un produit et tu dois lui faire de la pub, les amener sur le site. Le site, si tu fais du bon marketing, ils achètent. Donc, principalement, je fais ça pour les entreprises et pour tout le monde. Donc, je peux le faire pour moi-même. Et beaucoup de personnes me demandent, voilà, si tu fais pas de e-commerce. Parce que c'est pas un truc qui me stimule et j'ai envie de mettre mon énergie sur quelque chose. Les fois là, a un impact dans 10 ans. Alors que vendre un produit tout de suite, gagner son argent, je vois pas l'impact, t'as pas de marque. Jeff Bezos, mais il a une marque. Va lui dire que ton business il me plaît pas. Non, mais il a une marque Amazon. Toutes les actions, les Awi Dirham, ça contribue à la marque. Actuellement. Il a commencé par prendre la bibliothèque, il a pris des livres, il les a mis, il a dit je vends. Il a écrit Amazon dessus. Après, il a vendu des yaourts, des chaussures, de l'électronique, des cuillères, des pennes, des séchoirs, de téléviseurs. Il vend tout. Oui. Et il y a donc les entrepreneurs mais les amis de e-commerce, pour la plupart, ont un site web. Ils créent un site web. Et ils vont à les micros. Semaine après, il efface le site web et il crée un site web, etc. Et tous les efforts. Mais c'est pas de sa faute, ça. C'est la faute aussi de la réglementation. C'est compliqué. Tu vends des micros. Et j'ai dit que la répression des fraudes, toi dans ton site, tu as les chaussures. Tu n'as pas le droit. Les registres de commerce. Même pas parce que le produit, il a du mal à. etc. Et donc, comme ils ont un produit, un stock, on 1000 pièces, ils ont stock. On passe à autre chose. Mais c'est même pas comme ça en fait. Normalement, c'est juste une plateforme. Le stock, c'est le stock du magasin, c'est pas leur stock. Et donc, un business qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir avec la plateforme, les gens ils débarrent la somme de stock, etc. Là, tu travailles comme Amazon. Alors que l'autre business model, c'est être un commerçant digital. Avec un stock, tu l'achètes. C'est pas très passionnant comme. Non. Allez. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile, vous pensez, de se lancer dans l'entrepreneuriat en Algérie, c'est plus difficile qu'ailleurs? D'accord ou pas d'accord? Bon, c'est un environnement qui est particulier, on va pas dire plus difficile. De toute façon, on en parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un environnement qui est surréglementé. Même s'il y a l'environnement des startups, oublions les startups, globalement, l'univers de l'entreprise est surréglementé. D'ailleurs, on va dire, on critique le système économique en disant on fabrique du millefeuille, des millefeuilles réglementaires. C'est un des pays où il y a le plus de réglementation. Mais c'est un peu inspiré, on va dire, du système français. C'est des réminiscences de la colonisation. Et même l'administration n'est pas prête encore à changer, à alléger les lourdeurs réglementaires. Et bien au contraire, ils en ajoutent. Alors qu'ils pourraient limiter tout cela. Donc c'est plus compliqué ou moins compliqué?
C'est un peu plus difficile. Okay. L'effort est plus important. La vraie question, est-ce qu'il est plus rémunérateur qu'ailleurs? Ça dépend, parce que beaucoup disent c'est plus rémunérateur, mais au bout de combien de temps? Si au bout de 5 ans c'est plus rémunérateur, c'est bien, mais pendant 5 ans, disons que 2 ou 3 fois, tu as frisé l'asile psychiatrique, 3 arrêts cardiaques, etc. Voilà. Hein. En plus d'avoir cette frayeur permanente pour un entrepreneur, il faut le dire, hein, les entrepreneurs ne se sentent plus à l'aise. Ils ne se sentent pas protégés parce que, quel que soit ce que vous faites dans une entreprise, que ce soit une PME, une start-up, une grande entreprise, quel que soit ce que vous faites, il y a toujours quelques erreurs de gestion, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un voleur, ça ne veut pas dire que vous êtes passible de prison. Et tous les entrepreneurs maintenant sont dans une situation inconfortable. Voilà. Bon, la section d'accord ou pas d'accord. Est-ce qu'il y a un entrepreneur algérien qui vous inspire? Question difficile ou là? Non, m'inspirer, non, mais il y a beaucoup, je ne vais pas en citer, il y a beaucoup d'entrepreneurs algériens qui méritent l'admiration d'abord pour ce qu'ils font, l'admiration pour leur attitude dans un environnement aussi, bon, je le dis, aussi difficile quand même. Ils savent naviguer parfaitement. Dans certains cas, je suis admiratif comment ils arrivent, dans certains cas, à contourner toute la complexité que l'administration essaye de leur opposer, sans savoir pourquoi, et sans qu'il y ait une raison. Donc, honnêtement, on peut dire que, d'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais la classe entrepreneuriale algérienne est jeune, jeune pour la plupart. Pour la plupart, ce sont des entrepreneurs issus des années 2000. Donc ça fait, on va dire, il y avait des entrepreneurs avant, mais ils se comptaient sur les doigts d'une main. Il n'y avait pas 10 000, il n'y en avait pas 15 000. Il y avait, hein. Mais là, on est passé à un autre stade. En 24 ans, entre l'année 2000 et maintenant, ça s'est accéléré. Il y en a beaucoup qui veulent travailler, il y en a beaucoup qui veulent réussir, il y en a beaucoup qui ont des idées. Il faut les laisser travailler. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe. Mais les entrepreneurs existent ici. Et il y a de quoi être satisfait de ça. On peut avoir un nom à quelqu'un qui vous inspire? Non. On me demande, monsieur Slimane. C'est quelqu'un qui m'inspire et qui m'a inspiré pour le business. Je ne veux pas citer de même si c'est des petits... Je ne veux pas citer de nom. Allez, si vous pouviez lancer un nouveau produit demain, ça serait quoi? Je peux pas, je vous le dirai pas. Donc, le produit, on ne le saura pas. Quel est le conseil le plus important que vous avez reçu de votre carrière? Je sais que ça fait je crois, très généraliste, mais un conseil qui a changé radicalement votre manière de penser. Non, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil, c'est juste quelque chose qui vient de plus en plus à l'esprit et que je vis. Un de mes jeunes oncles, quand j'étais très jeune, on a 7 ans de différence. Okay. J'étais à l'université, je venais de rentrer à l'université. Et lui est quelqu'un qui est très érudit, qui lit beaucoup, mais qui n'est pas entrepreneur du tout. Il m'a dit quelque chose que je retrouve de plus en plus et qui est intéressante. Plus je l'analyse, plus je la trouve intéressante. Il m'a dit, plus on vieillit, plus on est précis. Et si on le sait, et si on le comprend maintenant, plus on est précis, mieux on réussit. D'accord? Donc, il faut savoir... Comment on devient précis? Et comment on le devient? On le devient en se le disant. Je dois être précis quand je parle. Je dois être précis dans ce que je dis. Je dois être précis dans mes relations. Et il y a un mot que j'ai appris dans toute mon enfance, ma mère me l'a toujours dit. Il faut savoir dire non. Et donc c'est comme ça, on est précis. Non.
Ouais. Je vous ai dit non, je ne donnerai pas de nom. C'est ça. Voilà. Bon. Ça ressemble à la question les sorciers de faire mais Ouais, je tente quand même. Si vous deviez repartir de zéro, quel secteur choisiriez-vous? De zéro, M. Slimane Mani, à 25 ans. Non, d'abord, on ne repart pas de zéro. On ne peut pas repartir de zéro. Alors, on repart de zéro avec les connaissances les doka. Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup l'agroalimentaire, j'aime beaucoup l'agro-industrie, mais l'industrie nécessite beaucoup d'engagement. D'engagement. Mais je ne peux pas décider aujourd'hui parce que les métiers d'aujourd'hui sont finis. Ouais. C'est très difficile à dire et c'est très difficile à faire accepter. Aujourd'hui, toutes les formations qui sont en train d'être dispensées, quasiment 90% d'entre elles ne vont plus servir dans 3-4 ans, elles ne servent plus à rien. J'ai regardé, moi, l'usine qu'on a, et j'ai regardé toutes les activités qui peuvent être complètement substituées par de l'intelligence artificielle et des robots. Toutes. Sincèrement, on pourrait faire fonctionner l'usine, qui fonctionne actuellement avec 500 personnes, avec 2 personnes. Oui, mais c'est pas grave. Eh ben oui, mais on le fait pas. C'est le business. J'ai pas envie de vivre le moment où ça se fera. Parce que moi, j'ai un côté extrêmement humain. J'aime la nature humaine, j'aime parler avec des êtres humains. Je suis informaticien, je passe ma vie avec mon ordinateur à m'amuser avec ChatGPT, mais pour moi, le plus prenant et le plus enrichissant, c'est les hommes. Je suis d'accord. D'ailleurs, si un outil indispensable, vous utilisez tous les jours. Oui, mais c'est pour ça qu'ensemble, ta génération et la mienne doivent tout de suite parler. Elles ne parlent pas. On ne discute pas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, parce que vous voulez pas parler. Et nous, on parle trop, ouais, ben, certains d'entre nous parlent trop, et c'est pas bon. Il faut qu'on puisse discuter pour vous aider, et vous mentorer, vous coacher. Ça ne veut pas dire qu'on est de bons conseils, mais ça va accélérer votre cycle d'apprentissage, et surtout, vous allez pouvoir aller très très vite sur les métiers de demain, et vous allez sauver un peu ce qui peut être sauvé, disons, dans l'emploi de ce pays. Il y a les jeunes entrepreneurs qui chauffent avec le calibre, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais déjà, ils sont impressionnés et ils n'osent pas, ils se disent, des entrepreneurs, ils n'ont pas le temps pour moi, ils sont... arrogants, mais ils pensent que vous l'êtes, alors à chaque fois que je rencontre quelqu'un à Cali, il a réussi, il a la simplicité incroyable. Beaucoup. Mais c'est pour ça. Mais prenez l'initiative de créer un club, où c'est un club podcast, où il peut y avoir 4 micros, 2 jeunes chefs d'entreprise. Mais faites pas des trucs longs, ne faites pas du 1 heure. Moi, je fais des podcasts. Ils m'ont forcé à arriver à 30 minutes. Mais je déteste. Moi, j'ai commencé par 5 minutes. Mais là, maintenant, je suis à 30 minutes, 35 minutes. C'est dur. Mais personne n'écoute. On a fait le podcast, on a essayé le format à 1 demi-heure et on a essayé le format à 1 heure. Les gens préféraient, ils disaient, on préfère 30 minutes. Mais ils regardent le 1 heure. Mais ils regardent le 1 heure. Non, mais c'est pas parce qu'ils préfèrent, non. C'est parce que vous, dans la façon de vous structurer, comment vous structurez le podcast, vous le structurez de telle sorte que le 1 heure devienne plus intéressant. D'accord ? Mais si on structure les choses, moi j'ai pas les compétences, mais quand je regarde l'émission Brut, vous connaissez, oui. Vous avez vu, c'est très court. Et on regarde tous, jusqu'à la fin. C'est très très court, c'est 3 minutes. Bon. On ne sait pas faire ça encore. C'est très difficile parce que la préparation derrière est longue pour un 3 minutes. Pour un 30 minutes aussi, c'est long, la préparation.
pour 1 heure, c'est moins long, parce que les questions... d'accord, d'ailleurs. Et puis là, les gens, ils adorent l'hadra, Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, j'aime le format podcast. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On aurait pu répondre très, très rapidement à toutes les questions. Oui, d'ailleurs, j'ai une dernière question pour clore. Ça y est, là, c'est la dernière question. Hein? Si vous avez la chance de rencontrer n'importe quelle personne sur cette terre, Ouais. un leader mondial, quelle serait la personne? C'est une question très philosophique. Ouais. Et on clôture sur ça. Écoute, moi j'ai tellement de pôles d'intérêt qui sont tellement éclectiques. C'est-à-dire que je vais de la littérature à la technologie, musique, à l'agriculture. J'ai pas de... Moi, j'aurais aimé... Une personne vivante ou là, monsieur vivante? Non, bon, on va pas parler des personnes décédées, mais parce que à ce moment-là, ça va nous faire remonter dans le temps très loin. Non, je ne sais pas, Il y a tellement de gens maintenant sur les réseaux sociaux qui disent des choses intéressantes. Je sais pas, et ça dépend de quel sujet je vais parler avec la personne. Je sais pas, j'ai envie d'entendre. En fait, c'est pas la personne. Si vous me dites qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, j'ai envie d'entendre quelqu'un qui va faire un inventaire de la situation mondiale au niveau économique, social, culturel, humanitaire, et nous dire ensemble on va pouvoir s'en sortir en réglant les problèmes de cette façon-là. Voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et j'ai obtenu un consensus planétaire pour que nous puissions vivre en paix, ensemble. Il faut quelqu'un qui parle comme ça. Et je ne sais pas si on va le trouver. Hein. Ça ne sera pas moi qui le ferai. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci. J'espère que les téléspectateurs ils nous laissent des commentaires. L'équipe, abonnez-vous à la chaîne parce que la prochaine fois, il y aura un invité. Il a créé une marque à partir de zéro, une marque de cosmétiques que Gaïtik t'arrfouha.